Bonsoir à tous et soyez les bienvenus donc à ce webinaire consacré donc au rôle et à la responsabilité donc de la diaspora africaine dans les réponses du triple nexus humanitaire, développement et paix. Je suis Dr Boubacar Diko. Je suis le président donc de l'association Centre de leadership et des études du Sahel Clé. Alors, je vais juste vous présenter l'association et établir ne serait-ce que le contexte dans lequel on a voulu quand même ce webinaire. Alors, Clé, comme je le disais, c'est le Centre de leadership et des études du Sahel, une association de droit burkinabé reconnue officiellement, ayant donc son bureau principal à Ouagadougou, avec des bureaux satellites un peu partout dans le pays et également dans la sous-région. Alors, l'association a pour mission de contribuer au développement et au rayonnement international du Sahel. Et quand je dis le Sahel, voyez Burkina, Mali, Niger, mais également toute la sous-région, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de façon générale, parce que de façon stratégique, c'est là que l'association veut s'établir, en tout cas dans tous les pays de l'Afrique, et être effectivement cette think tank régionale-là de production de connaissances au service donc de politique de développement. Donc, c'est de contribuer effectivement au rayonnement international de cette zone en tenant compte des contraintes actuelles liées donc aux besoins humanitaires d'urgence. Nous le savons tous. Et pour ce faire, donc, notre organisation s'est bâtie sur le triple nexus humanitaire, développement, paix, et avec également un ancrage fort dans la localisation de l'aide humanitaire et également dans les aspects en lien avec le partenariat international. Alors, l'organisation, depuis sa création, met en œuvre un certain nombre de projets et programmes, parmi lesquels je vais vous parler de deux qui sont emblématiques pour nous. Le premier, c'est celui-là que nous avons dénommé le projet Mon Sahel. Mon Sahel, qui est un projet qui se veut être la vitrine du Sahel et qui s'exprime à travers donc un site internet www.monsahel.org. Et sur ce site internet-là, je vais juste dire que nous sommes allés d'un constat. Un constat en 2020 qui était que les associations locales avaient peu ou complètement pas d'accès, ou du moins un accès limité aux informations nécessaires pour leur épanouissement. Et le monde entier également, de l'autre côté, n'a pas assez d'informations sur ces organisations locales-là et ce qu'elles font. Il faut dire que depuis longtemps maintenant, les organisations locales sont les premières en ligne de mire dans la réponse humanitaire, mais le plus souvent, leurs actions ne sont pas vues. Et quand tout ne va pas bien, c'est aussi ces organisations locales-là qui restent, parce que les organisations internationales finiront par partir. Et le plus souvent, quand elles ont une visibilité, c'est une visibilité qui est aussi adossée à la visibilité des ONG internationales, qui sont celles-là qui financent ou qui font travailler ces organisations locales. Donc, nous avons lancé ce projet-là pour permettre justement au monde entier de savoir ce que font ces organisations. Il y a plusieurs rubriques qui permettent effectivement de mettre en exergue l'ensemble des activités menées et parallèlement également que celui-là qui est dans une organisation locale puisse également avoir facilement accès aux informations dans le monde entier. Vous pouvez donc visiter le site internet et vous en saurez plus sur ce projet. Et pour revenir sur ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet que nous avons dénommé Leadership Sahel. Leadership Sahel s'exprime à travers une série de webinaires. Une série de webinaires et nous sommes allés du contexte historique que nous connaissons tous aujourd'hui qui est contextuel. C'est le fait que nous avons d'un côté l'arrêt du financement de l'aide américaine USAID, mais également nous avons le retrait progressif des bailleurs de fonds, notamment l'Union européenne, notamment la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs de fonds progressivement qui se retirent de la zone Afrique. Et donc, cette raréfaction des financements est un véritable défi pour les acteurs locaux, mais également les acteurs internationaux. Et donc, cette série de webinaires se veut d'évaluer l'impact des évolutions du financement des acteurs locaux du triple nexus et d'identifier également des pistes prospectives pour un financement plus durable, diversifié et adapté à leurs besoins et leurs capacités. Nous avons donc voulu faire 4 webinaires. Le premier
a déjà été réalisé et a porté sur l'évaluation de l'impact perçu et anticipé de l'arrêt du financement donc, américain sur les opérations et la pérennité des acteurs locaux dans les différents contextes. Il y a eu plusieurs panélistes, notamment le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales au Burkina Faso, mais également d'autres acteurs du Mali et de la RDC qui ont dit comment ils vivent cette situation-là et nous sommes parvenus à des recommandations qui seront publiées bientôt. Et le webinaire, celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, c'est le webinaire numéro 2 et il porte sur la contribution donc de la diaspora africaine et dans les réponses triple nexus humanitaire développement paix. Et nous avons fait une première phase qui a été brillamment conduite par un du corps diplomatique burkinabé, mais également un de la diaspora africaine. Et nous sommes donc réunis pour la deuxième phase parce que nous estimons que cette thématique, elle est assez large et elle pourrait être analysée de différentes façons avec des profils différents. Et aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir un profil assez emblématique qui est le profil d'un enseignant-chercheur qui a beaucoup travaillé sur les aspects de diaspora et de la contribution de la diaspora, donc contribution économique, contribution politique, qui aujourd'hui va nous parler de la contribution de cette diaspora dans les réponses humanitaires. Et comme alternative, nous pensons pour les prochains webinaires que nous allons nous poser des questions sur ce qui pourrait être une alternative dans le financement. Nous pensons notamment à la responsabilité sociétale des entreprises privées. Nous pensons également aux aspects en lien avec le partenariat. Quel modèle de partenariat innovant on peut avoir pour renforcer l'autonomie et également la contribution des acteurs locaux au système d'aide internationale. Ce sont des questions pour les panafricanistes qui disent qu'il faut qu'aujourd'hui on aille vers la décolonisation peut-être de l'aide en étant plus autonome et cette autonomie vers laquelle nos pays africains sont en train d'aller, c'est l'autonomie également dans la prise en charge des réponses humanitaires par des mécanismes endogènes. Et donc, pourquoi nous voulons ce webinaire? C'est parce que nous avons d'une part le désengagement des bailleurs traditionnels poussé à ce qui nous pousse à repenser à nos modèles. La diaspora africaine est un levier stratégique et souvent sous-exploité. Nous le savons tous. Et quels sont les constats? Nous avons une faible mobilisation des ressources de la diaspora, une participation marginale de cette diaspora-là aux initiatives humanitaires, c'est connu, et une absence de mécanismes structurés de collaboration diaspora et acteurs locaux. Et pour nous, aujourd'hui, les enjeux majeurs, c'est vraiment de renforcer les ponts entre diaspora et réalité locale, de canaliser l'engagement citoyen et les compétences, mais également de pouvoir construire des partenariats durables. En termes de rôle éthique et pratique de la diaspora, professeur nous en dira plus, mais à clé, nous pensons pour nous que la responsabilité de la diaspora, elle est également morale envers les communautés d'origine. Et également, nous pensons qu'un plaidoyer international, un transfert de compétences, mais également une mobilisation des ressources pourrait être mené par cette diaspora-là. Et ce que nous espérons aujourd'hui à l'issue de ce webinaire, c'est qu'on puisse faire une analyse partagée du rôle actuel de cette diaspora-là, de pouvoir identifier des freins et des leviers d'action, mais également de pouvoir faire des recommandations concrètes pour une participation stratégique de cette diaspora-là. Alors, il faut dire que CLE s'inscrit dans une logique de leadership collaboratif. Et le leadership Sahel, c'est notre réponse collective à l'urgence d'un changement structurel dans le financement des acteurs locaux. Voilà donc ce que j'avais à dire en guise d'introduction pour ce webinaire qui nous réunit aujourd'hui. Je ne finirai pas sans dire grandement merci à nos panélistes, modérateurs, partenaires également. Et merci à cette diaspora également qui est représentée à ce webinaire-là. Et nous allons aujourd'hui avoir avec nous un monsieur qui aura la charge donc de modérer cette session. Et il s'agit de monsieur Souleymane Dembassi, un haut fonctionnaire sénégalais au parcours exceptionnel. En tant que modérateur de cette deuxième phase du webinaire consacré au rôle et à la responsabilité de la diaspora africaine. Il faut dire que M. Si est un administrateur civil principal de classe exceptionnelle, formé donc à l'École nationale d'administration du Sénégal. Il partage la même promotion que donc le très jeune président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à qui nous présentons en tout cas, disons, tous nos respects. Et son impressionnant parcours comprend un master en gestion macroéconomique, un master en défense, paix et sécurité, un 2S en intelligence économique et stratégique et également un doctorat en cours à Genève. Il a notamment été préfet
directeur des cabinets de plusieurs ministres, inspecteur des affaires administratives et financières, coordonnateur national du programme sectoriel justice et conseiller à la présidence du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est notre point focal, le lead de l'association clé au niveau du Sénégal. Monsieur, si vous avez la parole pour conduire le reste donc du webinaire, pour ma part, je vous souhaite un très bon atelier de discussion, que ce soit réellement un rendez-vous du donner et du recevoir, et qu'à la fin de ce webinaire-là, on puisse avoir des actions concrètes à mener pour le futur donc du financement de ces acteurs locaux et pour un plus grand engagement de la diaspora dans cette réponse humanitaire-là. Merci et que les échanges soient assez fructueux. Mais ceci à vous. Suite à votre brillante introduction, mais également aux présentations dont vous avez fait un peu l'économie. Je voudrais vous remercier, saluer tout le monde et sans plus tarder présenter notre panéliste conférencier, le professeur Demba Moussa Dembélé, qui n'est plus présenté d'ailleurs. C'est un grand monsieur, un chercheur, n'est-ce pas, très connu sur des thèses tiers-mondistes, comme on peut dire. Donc, monsieur Demba Moussa Dembélé, docteur Demba Moussa Dembélé, est directeur du Forum africain des alternatives, membre du Conseil Forum social africain ici au Sénégal, collaborateur du CETRI et co-directeur de sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Donc, c'est un économiste de haut niveau, chercheur, président de l'Africaine de recherche et de coopération pour l'appui au développement endogène, ARCAD, et qui a son siège à Dakar. Et il est co-auteur de plusieurs ouvrages et auteur de plusieurs ouvrages également, n'est-ce pas, dont vous avez pu citer quelques-uns dans vos écrits, vos présentations passées. Donc, je voudrais simplement revenir sur la contribution à la déconstruction des théories conventionnelles sur le développement de l'Afrique. Donc, il y a un livre qui est 5 économistes politiques éminents qui ont participé au combat des idées pour remettre en cause les explications de l'école classique sur les origines, n'est-ce pas, du sous-développement en Afrique. Donc, ce livre, cet ouvrage vise à disséminer la pensée d'éminents économistes politiques africains et de la diaspora qui ont apporté une contribution majeure à la critique de la théorie conventionnelle et à l'analyse du concept de développement. Donc, je pense que le professeur Dembélé, comme je l'ai dit, n'est plus à présenter. Et il anime également les samedis de l'économie, n'est-ce pas? Tous les samedis. Je pense que après juste ce webinaire, d'ailleurs, je vous enverrai, comment dirais-je, un aperçu un peu de ce samedi de l'économie. Il est l'un des principaux animateurs. Donc, je vais peut-être revenir après la présentation de notre panéliste sur quelques aspects liés à ce webinaire, c'est-à-dire sur le thème lié au financement, n'est-ce pas, de la diaspora, de l'aide, financement de l'aide, n'est-ce pas, par la diaspora africaine. Donc, un financement qui est orienté essentiellement vers des actions locales, n'est-ce pas, un financement endogène. Donc, je voudrais juste passer la parole donc, au professeur Dembélé pour ne pas trop monopoliser la parole. Et comme je l'ai dit, je reviendrai après pour justement aborder le sujet. Merci, Président Diko. Donc, je passe la parole au professeur Dembélé. Je vous remercie. Je remercie également le docteur Diko pour m'avoir invité à participer aux activités de CLE, et surtout ce thème de la contribution de la diaspora
au développement économique et social de notre continent. C'est un réel plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous. Et je salue au passage toutes les participantes et tous les participants à ce webinaire. Et j'espère que nous aurons des échanges très fructueux. Alors, la diaspora, comme on le sait, c'est aujourd'hui, et je crois que si on parle de diaspora, peut-être la diaspora contemporaine, mais la diaspora historique, on la connaît, ce sont des millions d'Africains qui sont éparpillés aux quatre coins de la planète depuis le 16e, 17e siècle, à travers, bien sûr, l'esclavage et toutes les ignominies qui ont été infligées à l'Afrique au cours des siècles. Cette diaspora historique qui aujourd'hui quand même a une très grande influence dans pas mal de pays. Les États-Unis, on avait, comme on le sait, un premier président noir, comme on dit. Mais elle est également aux États-Unis, donc, mais également au Brésil, en Colombie. Pensez, je ne sais pas si vous le savez, la vice-présidente de la Colombie, c'est une afro-colombienne. Au Venezuela, et dans d'autres pays d'Amérique latine. Bon, mais nous parlons évidemment de la diaspora contemporaine, c'est celle qui est partie à la recherche d'une vie meilleure, qui est donc établie dans des pays africains, dans d'autres pays africains. Par exemple, moi, je viens de la région du fleuve, ce qu'on appelle le nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie. J'ai pas mal de compatriotes de cette région qui sont établis au Gabon, au Congo, entre autres. Et bien sûr, d'autres sont établis jusqu'en Afrique australe. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô? Oui, nous vous entendons très bien. Ok, très bien. Donc, d'autres jusqu'en Afrique australe, en Zambie, au Mozambique, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et bien sûr en Europe et en Amérique du Nord, dans les Amériques, en Amérique du Nord et en Europe. Donc, cette diaspora qui est devenue de plus en plus influente de par sa contribution au développement économique et social, mais également de par sa contribution au changement de mentalité dans nos terroirs. Vous le savez bien, vous qui êtes encore au sein de la diaspora, nous qui l'avons été dans le passé, j'ai étudié longuement en Europe et aux États-Unis, et donc nous savons, quand nous vivons quelque part, il y a des comportements, il y a des choses qu'on apprend qui sont positives et comme au retour qu'on essaie bien sûr de partager avec les personnes qu'on a laissées derrière soi, avec nos sociétés, du point de vue du comportement, du point de vue de la façon de gérer la cité, comme on dit, et ainsi de suite. Donc, cette diaspora africaine aujourd'hui joue un rôle éminemment intéressant et puissant dans le développement de l'Afrique. D'abord, sur le plan économique, comme vous le savez, vous avez les chiffres que publient les institutions internationales, Banque mondiale, Banque africaine de développement, l'OCDE, ainsi de suite.
qui montrent que cette diaspora africaine envoie des dizaines de milliards de dollars ou d'euros vers le continent chaque année. Et en moyenne, la Banque mondiale disait qu'entre 2010 et 2019, en moyenne, hein, chaque année, cette diaspora a envoyé près de 32 milliards de dollars. Ça, c'est la moyenne. Donc, comme quand on dit moyenne, il y a des hauts et des bas. Et tout récemment, en tout cas pour les années 2000, après la Covid, pendant la Covid, il y avait une certaine baisse, mais après, ça commence à reprendre. Près d'une quarantaine de milliards de dollars sont envoyés par la diaspora chaque année. Et pour beaucoup de pays, ces envois constituent la principale source de devises de financement externe. Parce que ce qu'envoie la diaspora est supérieur dans beaucoup de pays à ce qu'on appelle l'aide publique au développement, qui, comme certains d'entre vous le savent, continue de baisser chaque année pour ce qui concerne ce qu'ils appellent l'Afrique au sud du Sahara. Donc, pour pas mal de pays, ces envois représentent la principale source de devises et comptent pour le Sénégal, pour le cas du Sénégal, ce que les migrants sénégalais envoient dépasse les 10% du PIB, du produit intérieur brut. Et je contraste cela avec le secteur des mines au Sénégal, qui est exploité par, comme vous le savez, des sociétés étrangères, les multinationales. Le secteur des mines, il y a l'or, le zircon, les phosphates, etc. Ce secteur des mines ne contribue qu'à 4% au PIB du Sénégal. 4%. Malgré toutes les mines dont dispose le pays. Alors que la diaspora à elle seule, ses envois contribuent à plus de 10% au PIB du Sénégal. Et dans d'autres pays, c'est même supérieur, y compris pour les pays d'Afrique du Nord, des pays comme l'Égypte, des pays comme le Maroc, voire comme la Tunisie, ont des envois de fonds qui dépassent les 10% de leur PIB. Et c'est pour vous dire donc l'importance sur le plan économique de cette diaspora. Et pour nos villages, nos terroirs très éloignés des capitales, et d'où nous venons, nous savons que ce sont ces transferts qui constituent la principale source de revenus de nos populations. Sans ces transferts, beaucoup de familles seraient disloquées, beaucoup de familles n'existeraient pas, parce que l'État ne fait pas grand-chose. Et au-delà des transferts monétaires à ces familles, aux familles qui sont laissées derrière, mais la diaspora contribue également à transformer le tissu économique et social de ces terroirs. Je vais vous donner un exemple de ma ville, qui est devenue une ville, mais c'était un gros village à l'époque, Ourossogui, à côté de Matam, dans le nord du pays, sur la région du fleuve, c'est à la région, sur le fleuve Sénégal. L'adduction d'eau a été entièrement financée par les ressortissants de la ville et en particulier par la diaspora. Des écoles, il y a un lycée qui a été cofinancé par la diaspora et le gouvernement français. Et il y a des tas d'infrastructures qui ont été construites grâce à l'apport de la diaspora, des écoles, des pistes de production qui ont été donc construites par cette diaspora.
Et même pour le fonctionnement, par exemple, du lycée, cette diaspora a contribué à l'achat de bus pour transporter les élèves, parce que le lycée est un peu éloigné de la ville, et c'est la diaspora donc, qui a contribué à acheter des bus pour transporter les élèves. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État du Sénégal. C'est pour vous dire donc que cette diaspora, elle est au cœur de toutes les actions qui contribuent à la vie économique et sociale. Alors, c'est pourquoi quand on parle de sa contribution, sa responsabilité dans les réponses à l'humanitaire, au développement et à la paix, je crois que sa responsabilité, ou son rôle plutôt, est essentiel. Son rôle est essentiel dans la mesure où, quand on parle d'humanitaire, le plus souvent, ce sont les couches vulnérables qui sont en jeu. Ce sont les couches vulnérables, les femmes, les enfants, et surtout dans les régions éloignées des capitales, le plus souvent. Et la fibre très humaine, pour ainsi dire, de la diaspora fait qu'elle est en première ligne pour contribuer à soulager le sort de ces populations. Parce que tout simplement, la plupart d'entre nous, de la diaspora, venons de ces régions-là et nous sommes très sensibles à ce qui s'y passe. Et nous voyons, d'ailleurs, je vois, par exemple, pour ce qui concerne ce qui se passe dans les pays du Sahel, je vois la mobilisation de la diaspora, que ce soit au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Je suis pratiquement au quotidien, je vois le degré de mobilisation de la diaspora, non seulement pour venir en aide aux populations qui sont affectées par cette hydre terroriste dans ces pays, mais également cette diaspora qui contribue aux actions du gouvernement, de leur gouvernement, pour venir en aide aux populations qui sont affectées par, par les actions des terroristes. Mais pour ce qui concerne le développement, déjà, aujourd'hui, je vous donne encore un exemple du Sénégal. Vous qui suivez l'actualité au Sénégal, vous savez très bien la contribution énorme de la diaspora sénégalaise à la victoire de Pastef et de Ousmane Sonko et Diomaye. Et c'est aussi bien que cette diaspora, non seulement elle a pu participer à la mobilisation sur le terrain, mais également sur le plan financier. Vous savez, je vous donne l'exemple de Pastef, qui, grâce à sa diaspora, était capable de mobiliser des centaines de millions en un tournement. Et c'est le seul parti qui a eu cette expérience dans toute l'histoire du Sénégal, jusqu'à présent en tout cas. C'est le seul parti qui a été capable de mobiliser sa diaspora, qui, en quelques jours, pouvait mobiliser des centaines de millions. Et cette diaspora, aujourd'hui, elle fait partie du gouvernement. Le représentant de Pastef à Paris, qui est le ministre du Développement numérique, et une autre qui était à Paris, je crois, qui est aujourd'hui à la présidence, et d'autres qui sont dans le gouvernement. C'est pour dire donc que la diaspora, en tout cas sénégalaise, a contribué à la victoire du régime actuel et participe à la définition des politiques de développement. Et si bien qu'aujourd'hui, on parle de diaspora bond, c'est-à-dire que le gouvernement puisse émettre des bons du trésor qui seront financés exclusivement par la diaspora. Et d'ailleurs, je pense que vous avez remarqué il y a quelques semaines, quand le gouvernement du Sénégal a lancé une obligation
pour mobiliser des fonds endogènes. Il cherchait 150 milliards, il s'est retrouvé avec 400 milliards. Avant même la clôture, il cherchait 150 milliards de francs CFA. Il s'est retrouvé avec 405 milliards de francs CFA au Sénégal, presque 3 fois plus. C'est pour vous dire, donc, une bonne partie de cet argent vient de la diaspora. Et il y a d'autres même de la diaspora qui voulaient contribuer, mais le gouvernement avait arrêté le processus tellement il avait récolté d'argent plus qu'il en avait besoin. C'est pour vous dire donc que la diaspora sénégalaise est aujourd'hui au cœur du processus de transformation économique et sociale dans notre pays. Alors, et je pense que c'est également le cas pour les diasporas dans les autres pays, et surtout, j'ai rappelé tout à l'heure la contribution des diasporas du Mali, du Niger et du Burkina à la lutte contre le terrorisme dans le pays, à la reconstitution dans les villes et les villages et au secours apporté aux personnes qui sont affectées. Mais cette diaspora, dans ces 3 pays, participe également au processus de nationalisation des ressources, parce que dans ces pays, aujourd'hui, nous voyons les gouvernements qui sont en train de se réapproprier les ressources du pays, que ce soit au niveau de l'or, au niveau du pétrole ou dans d'autres... Allô? 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 Il y a un problème de son? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend très bien. Ok. On vous entend très bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les diasporas sont aujourd'hui au cœur du processus de développement. D'abord, de par les moyens dont elles disposent. Évidemment, une bonne partie de cette diaspora, malgré la crise qui sévit dans les pays développés, en Europe en particulier, cette diaspora, quand même, arrive toujours à mobiliser des ressources en faveur des pays d'origine. Et malgré toutes les tentatives de l'Union européenne de restreindre, de l'Europe, des pays européens, je veux dire, de restreindre cette contribution de la diaspora aux pays d'origine. Et donc, dans la mesure où cette diaspora est devenue un acteur incontournable du processus de développement, elle est également un acteur incontournable du processus vers la paix, la réconciliation, dans les pays où des guerres contre le terrorisme se passent, et même dans d'autres pays. Ce n'est pas seulement le cas des pays qui sont en guerre, parce que le processus de réconciliation et de paix peut concerner également d'autres pays, comme le cas chez nous, après 12 ans de régime répressif tyrannique. Aujourd'hui, on essaie de voir comment rétablir la paix entre les différents acteurs politiques. Et dans ce registre, il y a un dialogue politique qui est programmé pour le 28 de ce mois. Et ce dialogue politique vise à explorer les voies et moyens de ramener la paix sur le plan politique, bien sûr, qui contribuerait évidemment à apaiser le front social. Parce qu'il y a eu des clivages extrêmement profonds pendant le régime de Macky Sall. Il y a eu des déchirures et le nouveau régime essaie par ce dialogue politique et d'autres mécanismes de ramener la paix. Et la diaspora, bien sûr, fait partie de ce processus. Et peut-être
comme vous le savez, au Sénégal, la diaspora a 15 députés, et ça, c'est depuis plusieurs années, depuis, je crois, Abdoulaye Wade. La diaspora sénégalaise a 15 députés, et ces députés sont des acteurs actifs au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des différentes commissions, etc., et contribuent de par l'expertise qu'ils ont acquise dans les pays d'accueil à contribuer, en tout cas, à moderniser un peu le système politique ici au Sénégal. C'est pour vous dire donc que la diaspora africaine, aujourd'hui, plus que jamais, elle est au centre de toutes les batailles que mènent les peuples africains pour leur libération, pour leur souveraineté. Parce que la diaspora, elle est dans une situation idéale dans le sens où, là où vous vous trouvez en Europe ou dans les autres pays, les moyens de communication dont vous disposez et la marge de manœuvre dont vous disposez, cette marge de manœuvre vous permet d'avoir une voix beaucoup plus audible, une voix plus forte, parce que vous avez des partenaires politiques, par exemple ceux qui soutiennent les travailleurs migrants qui se battent contre l'extrême droite, qui sont donc des alliés naturels, même au niveau des médias. Et cela vous permet d'être plus audible et donc de pouvoir faire mieux connaître les luttes qui se passent dans nos pays. Et c'est pour je vous ai parlé tout à l'heure de l'apport de la diaspora sénégalaise qui a beaucoup fait pour faire connaître ce qui se passe dans notre pays et les luttes qui sont développées pour changer de régime et la mobilisation extraordinaire que cette diaspora a menée contre Macky Sall chaque fois qu'il voyageait en Europe, notamment en France. Et donc tout cela a contribué à galvaniser les énergies et à faire de la diaspora un acteur incontournable du processus, non seulement économique, mais également politique. Ce qui fait donc elle a aujourd'hui une place éminente dans le processus de transformation économique et sociale au Sénégal. Et au niveau local, la diaspora, même au niveau local, la diaspora est en train de s'insérer dans le processus politique, de représentation au niveau politique. Et je donne l'exemple de chez moi, des gens, des compatriotes qui vivent toujours en France, mais qui, pendant les élections locales, reviennent et se présentent comme conseillers. Et ils peuvent, certains d'entre eux sont élus, ils contribuent à la vie locale et ensuite ils repartent en Belgique, en France, en Suisse, etc. Et donc, ils font le va-et-vient. Ce qui fait que donc, à cause, bien sûr, grâce aux moyens de communication aujourd'hui qui mettent le monde, pratiquement le monde entier au pied de chacun d'entre nous, ces représentants de la diaspora contribuent, même à partir de Paris, peuvent assister à des rencontres au niveau municipal grâce à WhatsApp, grâce au Zoom, etc. C'est pour vous dire donc que pratiquement la diaspora africaine est devenue non seulement un acteur incontournable, économiquement, bien sûr, politiquement, mais également socialement, de par ses actions sur le terrain, partout, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali, au Niger, en Gambie, etc. On sait, en Guinée, on sait comment la diaspora contribue à améliorer les conditions de vie des populations et même de par les constructions que les gens de la diaspora font, à améliorer, à transformer
le visage de l'habitat chez nous. Et je sais que, je parle bien sûr d'expérience, les bâtiments modernes, la plupart des bâtiments modernes à Ourossogui aujourd'hui, c'est des bâtiments qui appartiennent aux gens, à ceux qui sont dans la diaspora. Et c'est pour vous dire donc que leur apport est dans tous les domaines, se fait ressentir au niveau local, au niveau national et au niveau international. Parce que le bruit, comme je dis, la voix de la diaspora est très audible et elle a, partout où elle se trouve, elle a su se faire respecter parce que la fibre patriotique panafricaine de cette diaspora a fait que partout où elle se trouve, elle arrive à faire passer le message de la lutte pour l'émancipation du continent, de la lutte pour la souveraineté du continent, de la lutte pour la réappropriation de nos ressources naturelles, nationales, oui, et surtout de la lutte pour notre droit de définir notre propre développement. Et je pense que c'est cela qui fait que quand on parle de responsabilité de la diaspora, tant au niveau humanitaire, au niveau développement, au niveau du processus vers la paix et la réconciliation dans nos pays, c'est une contribution qui est capitale et qui, à mon avis, ne fera que croître. Ne fera que croître pour la bonne et simple raison que la prise de conscience de la diaspora est de plus en plus aiguë et forte et que les gouvernements africains, partout, et je pense que quelles que soient peut-être quelques différences locales ici et là, tous les gouvernements africains sont aujourd'hui conscients. Ils sont conscients de l'apport de la diaspora, du rôle que la diaspora doit jouer dans le développement économique et social et politique de nos pays. Cette diaspora qui a contribué à la lutte pour la démocratie, à la lutte pour le respect des droits humains. Et je crois que tous les gouvernements africains aujourd'hui sont conscients du rôle que cette diaspora joue et fait tout pour l'insérer dans le processus de développement. Et partout, on essaie de mettre en place des projets spécifiquement destinés à la diaspora. Ici, même sur le plan foncier, il y a le régime qui va mettre en place un certain nombre de terrains juste destinés à la diaspora. C'est pour donc essayer d'attirer la diaspora pour investir dans le foncier et bien sûr dans d'autres domaines. Voilà, chers amis, je pense que pour conclure, ce que je peux dire, c'est que la diaspora aujourd'hui, la diaspora africaine, est devenue une force économique. Ça, je crois, depuis longtemps, une force économique, mais de plus en plus importante, compte tenu des turbulences que vit le monde, compte tenu, comme disait tout à l'heure le docteur Dicko, de ce que l'aide, tout ce qu'on appelle l'aide au développement aujourd'hui, diminue comme peau de chagrin, et que la diaspora, en tout cas nous, Africains, et surtout ceux de la diaspora, doivent prendre en charge là où ce qu'on appelait l'aide extérieure, ce que l'aide extérieure devait prendre en charge et qui aujourd'hui malheureusement ne trouve plus de fonds comme par le passé. On a évoqué le cas de Trump avec l'USAID. Il y a beaucoup de projets, surtout sur le plan sanitaire, financés l'USAID. Et Trump, finalement, en annulant ces fonds, bon, mais le gouvernement du Sénégal dans un certain embarras et dans une certaine situation difficile. Et donc, il faudrait
que le gouvernement et les autres ressortissants du pays essaient de trouver des solutions alternatives. Donc, force économique, force sociale de par les idées, que la diaspora véhicule et répand au niveau des pays d'origine, des villages, surtout dans les villages les plus reculés, où les comportements changent au contact de ceux qui vivent dans la diaspora. Moi, j'en suis témoin, je parle en connaissance de cause, mais également comme force morale, force politique et force morale. Force politique, je vous dis, en tout cas pour le Sénégal, et je crois que c'est le cas pour d'autres pays, parce que partout, il y a les représentants de la diaspora. Je sais qu'au Mali, il y en a, au Burkina, je vois au Niger, même dans la diaspora, quand les associations se réunissent pour renouveler leur bureau, la télévision nationale envoie quelqu'un pour couvrir. C'est pour vous dire donc euh, euh, l'importance que les gouvernements accordent à la diaspora sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan moral et sur le plan politique. Donc, voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que dans les débats, il y a des aspects que j'ai laissés de côté, on pourra revenir là-dessus. Merci. Wow. Merci beaucoup, professeur Dembélé. Vraiment, nous sommes très ravis et peut-être même nous aurions aimé que vous continuiez encore ces développements-là, mais compte tenu justement du temps qui nous est imparti, je pense que nous sommes obligés, n'est-ce pas, de faire très court, comme on dit, effectivement, pour permettre après certains intervenants de pouvoir participer au débat et de pouvoir ainsi poser leurs questions. Donc, je voudrais un peu revenir sur la présentation du professeur. D'abord, pour ajouter que j'avais oublié de le faire, qu'il est membre actif du CODESRIA. Le CODESRIA, c'est le Conseil de développement, pour le développement, n'est-ce pas, de la recherche en sciences sociales, qui a son siège basé à Dakar. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les questions économiques et sociales, n'est-ce pas, qui aujourd'hui interpellent le continent africain. Mais je voudrais surtout m'appesantir sur justement sa présentation pour revenir un peu sur certains aspects qu'il a évoqués, notamment sur, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui le financement de la diaspora, hein, n'est-ce pas, pour dire, expliquer un peu comment ce processus se déroule. Je pense qu'il a essayé un peu de nous expliquer, de nous faire comprendre, n'est-ce pas, comment le financement de la diaspora peut impliquer aujourd'hui des transferts de fonds, n'est-ce pas, comme des transferts financiers importants des migrants des pays d'accueil vers les pays d'origine, n'est-ce pas, mais également sur les questions d'investissement. Je pense que là également, le professeur est revenu sur le rôle éminent, n'est-ce pas, que joue la diaspora dans ces investissements-là, n'est-ce pas, qui sont définis comme des instruments financiers producteurs d'actifs. Donc aujourd'hui, on sait que les investissements produisent des actifs financiers qui permettent aujourd'hui aux populations locales de pouvoir justement participer, n'est-ce pas, à certaines actions de développement. Donc, grâce au transfert de la diaspora, je pense qu'il l'a évoqué également, donc les familles qui sont restées dans le pays ont pu maintenir cette cohésion sociale. Donc, ces transferts, en quelque sorte, jouent un rôle de régulateur, n'est-ce pas, de régulateurs sociaux, qui empêchent un peu la dislocation des familles. N'eût été ces transferts-là, je pense que beaucoup de familles aujourd'hui se seraient disloquées. Et ça, tout le monde peut l'admettre, n'est-ce pas?
Donc, je pense aussi que le présentateur, notre conférencier, le professeur Dembélé, est revenu un peu sur la question liée un peu au développement local. Voilà, donc il a tenté d'expliquer un peu comment l'investissement des migrants, de la diaspora, ces investissements-là peuvent contribuer au développement des collectivités territoriales. Parce que là, pour le cas du Sénégal, il n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui, l'essentiel des infrastructures, comme il a noté, des infrastructures de développement, des pistes de production, des infrastructures scolaires, sanitaires, n'est-ce pas, et même des infrastructures de production au niveau agricole, au niveau pastoral, n'est-ce pas. Toutes ces infrastructures-là aujourd'hui, l'essentiel de ces infrastructures ont été financées grâce au transfert, n'est-ce pas, de la diaspora. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être mettre l'accent pour voir un peu, n'est-ce pas, en grandeur nature, comment ces transferts, comment cette aide, ce financement de l'aide, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, est effectué de façon aussi importante par cette diaspora-là. Mais je pense aussi qu'il faut, comme l'a rappelé le professeur, inscrire les dynamiques territoriales dans les objectifs de développement. Aujourd'hui, je pense que le régime actuel au Sénégal, en tout cas pour ce qui nous concerne, et je pense peut-être que c'est un peu partout dans la plupart des pays, n'est-ce pas, du Sahel et même des pays africains, aujourd'hui, les plans de développement doivent forcément intégrer justement cette dimension-là de l'appui et de l'aide au développement que constitue aujourd'hui les transferts de la diaspora. Et le professeur l'a rappelé, je pense qu'une étude a été produite en 2022, si je me rappelle, ou 2023, sur le volume de transferts qui se situe à peu près à 41 millions de dollars et qui dépasse, qui pratiquement double, n'est-ce pas, le volume de l'aide publique au développement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que cette dynamique-là doit être inscrite, n'est-ce pas, dans les plans de développement pour mieux articuler justement l'aide de la diaspora avec justement les politiques publiques qui sont définies au niveau de nos États et qui aujourd'hui impactent largement les populations locales. Et je pense également que le professeur est revenu sur certains aspects tels que l'habitat, tels que justement les infrastructures, je l'ai évoqué, mais également dans la recherche de la paix pour certaines zones du Sahel où justement la paix est sérieusement compromise. Donc cette diaspora-là joue également un rôle éminent dans la recherche de solutions, n'est-ce pas, pour gérer certaines crises et pouvoir justement aider les populations qui sont impactées à pouvoir sortir de cette crise-là. Je pense que là également, la diaspora a un rôle important. Elle continue d'ailleurs de jouer ce rôle-là dans la recherche de la paix, dans la recherche de solutions à certaines crises, mais également dans la réflexion sur l'avenir des institutions, aussi bien les institutions politiques que les institutions sociales. Parce que là également, la diaspora a un rôle. Le professeur l'a évoqué ici au Sénégal. Avec le nouveau régime, nous avons vu l'apport important de la diaspora, d'abord dans la formation de certaines élites politiques, n'est-ce pas, comme le parti au pouvoir, le PASTEF qui est là aujourd'hui au pouvoir, mais également dans la mobilisation des fonds qui ont permis à ce parti-là de pouvoir justement dérouler ses actions et de pouvoir aujourd'hui conquérir et de pouvoir, n'est-ce pas, exercer le pouvoir au niveau du Sénégal. Donc, cette diaspora-là a joué un rôle éminemment important dans l'accession du parti PASTEF au pouvoir au Sénégal. Donc, je pense que ça, c'est des exemples concrets, patents, qu'il faut peut-être montrer pour justement illustrer l'importance de l'action de la diaspora, aussi bien au niveau du financement, mais également sur d'autres aspects, n'est-ce pas, comme on l'a dit, les aspects liés disons, au développement des institutions politiques, mais également des institutions sociales.
Donc, l'équilibre social dont parlait le professeur, je pense que dans nos États, la plupart de nos États, cet équilibre social-là est maintenu grâce justement à l'implication forte de la diaspora pour pouvoir justement réguler les jeux sociaux, réguler les jeux politiques. Et là également, je pense que c'est extrêmement important. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir outre mesure sur tous ces développements-là. Donc, je vous remets la parole au président Diko pour pouvoir justement introduire le débat. Et là, je pense que le professeur se tiendra à la disposition des différents orateurs, des différents intervenants pour pouvoir justement apporter les réponses à certains aspects peut-être qu'il n'a pas pu développer. Merci. Merci bien, monsieur Si. Alors, la parole est vraiment à l'audience. Il suffit juste, soit par un émoticône, de lever la main, ou soit vous pourrez aussi écrire vos questions dans le chat, ou soit prendre directement la parole en ouvrant votre micro. Donc, la parole est aux participants. Monsieur Si, je vous laisse continuer la modération. Pour ma part, je pourrais intervenir à la clôture donc, de l'atelier. Merci beaucoup, Président. Donc, le débat est ouvert. Chers participants, le professeur Dembélé est à votre disposition. Donc, pour quelques éclaircissements, mais également pour pouvoir apporter certaines réponses à des questions peut-être qui n'ont pas pu être soulevées. À vous. Bon, je vois que M. Saourou a levé la main avant moi, mais comme moi j'ai ouvert mon micro, je peux parler. Allez-y, monsieur, présentez-vous. Merci, je suis Lompo Yandi, j'appelle du Burkina, acteur humanitaire également. Voilà, j'ai suivi vraiment cette présentation qui donne des pistes de comment est-ce que la diaspora peut vraiment être un soutien donc, pour la réponse humanitaire, pour les actions de développement aussi. Moi, souvent, la question que je me pose quand je prends par exemple le plan national de réponse humanitaire, si je prends le cas Burkina où c'est plus de 1000 milliards, souvent je me pose la question de comment est-ce que la diaspora peut appuyer ce plan. Au Burkina, quand même, nous avons des localités où les fils de ces localités-là qui sont dans d'autres pays ont pu se mobiliser pour accompagner des actions. Et je sais que dans la structure où je suis, on avait même pensé à créer un incubateur dans une localité pour pouvoir que ce soit un modèle qui peut inspirer aussi les autres localités à investir. Mais quand j'ai regardé un peu aussi l'arrêt de financement américain et le fait qu'on a pensé au développement endogène, qu'on a pensé à la diaspora, et je regarde le coût, 1000 milliards, c'est vraiment difficile. Ma question, c'est comment est-ce que cette diaspora, par exemple, peut accompagner une structure comme l'Union africaine à pouvoir mettre en place l'Agence humanitaire africaine. Je sais que c'est quelque chose depuis 2015-2016 en discussion, mais cette agence, à mon sens, jusque-là, n'a pas vu le jour. Et je me suis dit que si l'agence existait, cette agence pouvait mobiliser la diaspora pour pouvoir renforcer ce fonds-là et pouvoir aussi amener les États à contribuer et que cette agence puisse être un panier pour pouvoir financer la réponse humanitaire. Donc, ma question, professeur, comment est-ce que cette agence peut être opérationnelle à travers la force de la diaspora? Merci. OK. OK. Alors, qu'est-ce que je réponds ou j'attends? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le format? Je réponds au fur et à mesure. Bon, Ben... je pense qu'on va procéder par étapes. On va prendre trois OK. questions. D'accord. Trois questions, vous répondez, ensuite on continue. Parce que certaines questions peuvent se recouper. Oui, oui, d'accord. Merci, Oui. monsieur Si. Oui. Un autre intervenant, s'il vous plaît.
Ok, donc c'est M. Sawadogo Bourema. Je viens également du Burkina Faso. Je suis inspecteur de l'enseignement primaire. Parallèlement, je fais mes appuis également auprès des organisations de la société civile. Alors, je voulais saluer l'initiative et surtout la richesse des informations que nous avons reçues et avec les exemples concrets de la contribution, en tout cas de la diaspora, pour ce qui est de plusieurs domaines au Sénégal et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai noté également la nécessité au niveau des politiques publiques de quand même prévoir des plages, en tout cas des ouvertures pour permettre l'intervention de la diaspora. Mais vous savez que la société civile aussi, on a besoin de savoir. Je voulais que le professeur nous dise à peu près quels sont les principes fondamentaux sur lesquels la diaspora y tient pour pouvoir en tout cas accepter de donner les financements. Parce qu'il y a eu l'exemple du Sénégal, c'est vrai, mais certainement il y a des valeurs, il y a des principes. C'est toujours intéressant de connaître un peu les exigences pour permettre au niveau des organisations de la société civile de s'organiser et voir comment accéder à ces financements-là. Merci beaucoup. Merci, inspecteur. Ça va susciter. S'il n'y a pas un troisième, professeur, vous pouvez répondre. Voilà. Merci beaucoup, M. Si. Surtout d'avoir complété ma présentation. Franchement, je vous remercie énormément d'avoir complété la présentation. Et surtout, je crois, de donner encore des pistes nouvelles ou d'autres exemples de la contribution de la diaspora. Alors, la première question, c'est M. Lombo, c'est ça? L'agence humanitaire africaine. Vous savez, si elle n'a pas vu le jour, le problème, c'est au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, M. Lombo, nous qui sommes panafricanistes ou autres, l'Union africaine a un grand problème. D'abord, le premier problème, quand on parle d'Union africaine, normalement, on devrait pouvoir nous déplacer à l'intérieur du continent sans visa ou autre. Mais on sait que certaines des frontières sont fermées, il faut le visa, ou même parfois pour l'avoir, c'est très difficile. Mais le plus gros problème de l'Union africaine, c'est qu'une partie de son budget est financée par des ressources extérieures. Donc, cette agence humanitaire, si l'Union africaine la met en place, elle va demander à ce qu'elle appelle les partenaires de financer cette agence humanitaire. Et comme on dit, celui qui paye la note au restaurant, il a bien le droit de regarder le menu. Alors, si cette agence humanitaire devait être financée par des ressources extérieures, évidemment, son efficacité serait remise en cause. Parce que d'abord, les financements, il faudra toujours les attendre avec le chantage habituel. On fait une promesse de 100, vous n'aurez jamais les 100. Si vous avez 50, vous êtes déjà heureux. Vous savez, chaque fois qu'on dit, on vous donne 100, les télévisions, les journaux disent, ah oui, tel pays a promis 100 aux pays africains. Mais une fois que c'est terminé, le processus réel n'est jamais aussi transparent. Et malheureusement, l'argent promis n'est jamais décaissé en totalité, jamais au grand jamais, depuis ce qu'on appelle les indépendances jusqu'à maintenant. Il n'y a aucune promesse faite par les partenaires qui ait été décaissée en totalité. Ça n'existe pas. Donc, cette agence humanitaire africaine, si elle devait voir le jour, elle serait tout simplement tributaire des contributions étrangères et ce qui plomberait son efficacité. Alors, votre question, comment la diaspora peut-elle contribuer à son opéralisation? Mais écoutez, c'est un problème d'abord
intervenir au niveau de l'Union africaine. Je pense que la diaspora a suffisamment, comme je dis, de respect et de crédibilité au niveau de chaque pays et au niveau de la Commission de l'Union africaine. La diaspora peut intervenir pour demander pourquoi cette agence dont les populations africaines ont tant besoin, pourquoi n'a-t-elle pas été mise sur pied? Alors, s'il y a un problème de financement, la diaspora peut dire, nous pouvons contribuer à tel niveau. Les gouvernements doivent contribuer à tel niveau et peut-être il y a un montant résiduel qu'on pourrait demander aux partenaires. Mais la diaspora peut élever la voix au niveau de la Commission de l'Union africaine. Mais évidemment, il faut que dans le même temps, elle dise quelle contribution elle peut faire pour faire vivre cette agence humanitaire africaine. Et c'est comme les autres institutions africaines. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Sur celle de M. Savadogo, quels sont les principes sur lesquels la diaspora doit s'appuyer pour donner son argent ou investir dans les pays, dans leur pays, les diasporas, pour investir dans leur pays. Évidemment, il y a d'abord... Alors, il y a d'abord un problème de confiance. Vous savez, même dans une banque, vous déposez votre argent dans une banque, ouvrir un compte, il faut que vous ayez confiance dans cette banque-là. Mais c'est encore plus fort au niveau d'un État. Quand un État émet une obligation en dehors de sa diaspora, mais il faudrait que cette diaspora ait confiance que l'argent qui sera récolté sera utilisé à bon escient. Donc, c'est la qualité du gouvernement, du régime en place, que la diaspora adhère aux politiques qui sont mises en œuvre par ce régime et sachant bien que les investissements qui seront faits vont profiter au pays, aux populations. Et je crois que c'est ça le principe fondamental. Mais si vous n'avez pas confiance, évidemment, c'est très difficile et tout le monde peut vous comprendre. Donc, il y a un problème de confiance et un problème d'adhésion aux politiques du gouvernement en place. Parce que l'exemple que je vous ai donné, c'est le premier exemple au Sénégal. Dans le passé, cela n'était pas possible. Parce que la plupart des gens de la diaspora n'avaient pas confiance dans le régime qui est tombé ou dans les régimes précédents, au point de pouvoir mobiliser des centaines de milliards pour souscrire au bond du Trésor lancé par le gouvernement. Donc, il y a un problème de confiance et il y a un problème d'adhésion, bien sûr, au régime en place. Et je crois que le patriotisme joue un rôle extrêmement important. Si on est patriote, on pense que ceux qui sont au pouvoir également sont animés par le patriotisme et veulent amener le pays dans une direction de développement, de souveraineté. Et je pense que c'est comme ce sont ces principes-là qui vont pousser la diaspora à investir, à faire confiance et à investir dans les bons du Trésor. Voilà ce que je peux dire. Le problème aujourd'hui de l'Union africaine, comme l'a dit le professeur, c'est justement cette problématique justement du financement de l'Union africaine. Je pense que c'est d'ailleurs une des difficultés majeures des rayonnements de cette organisation-là. Comme il l'a dit, donc l'essentiel du financement, sinon les 2/3 du financement du budget de l'Union africaine sont des ressources
externes qui viennent notamment des puissances occidentales. Et comme il l'a dit avec une métaphore assez illustrative, donc celui qui paye commande, n'est-ce pas? Donc voilà. Je pense que c'est la problématique fondamentale qui fait que même sur les aspects politiques, l'Union africaine a des difficultés pour pouvoir parler d'une seule voix, parce que simplement, il y a une question d'autonomie financière surtout, voilà, qui se pose à ce niveau-là. Et ça impacte les autres secteurs, n'est-ce pas, comme par exemple l'humanitaire et autres. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement, la BAD, est confrontée au même problème avec le retrait, n'est-ce pas, du financement américain, qui constituait pratiquement 50%, sinon un peu plus, du budget de la Banque africaine de développement. Vous voyez un peu, donc c'est ça la problématique de nos institutions panafricaines. La question du financement est vraiment le nœud gorgien pour pouvoir justement avoir notre autonomie et notre indépendance. Et c'est là justement la diaspora pourrait combler le vide, n'est-ce pas, que va créer le retrait de ces puissances occidentales de plus en plus, parce que ça commence avec l'USAID, ça va continuer avec la BAD, et peut-être attendons-nous à d'autres organisations qui seront impactées, n'est-ce pas, où les États-Unis ou quelques pays occidentaux vont pouvoir se retirer du financement. Et la diaspora, justement, elle a un rôle à ce niveau-là, n'est-ce pas, pour combler un peu ce déficit-là, pour pouvoir justement permettre aux États africains, notamment du Sahel, qui sont confrontés à des questions de sécurité, comme l'a dit le professeur, de pouvoir apporter les réponses endogènes. C'est là où on attend la diaspora. Voilà. Donc, par rapport également à la deuxième préoccupation, celle de M. Savodogo, l'accès au financement par les OSC, les organisations de la société civile, je pense, comme il l'a dit, comme l'a dit le professeur, c'est une question de confiance. Mais au-delà de la question de la confiance, il y a une question de visibilité, n'est-ce pas? Il faudrait également que ces organisations de la société civile aillent vers l'information, parce qu'aujourd'hui, il y a des circuits financiers qui sont en place, n'est-ce pas, qui intègrent les transferts de la diaspora. Il faudrait simplement avoir la bonne information, avoir une visibilité par rapport à ces circuits financiers-là, pour pouvoir justement capter les investissements, capter les financements de la diaspora, n'est-ce pas, par rapport n'est-ce pas, au développement des organisations de la société civile. Aujourd'hui, la finance islamique, par exemple, dans la finance islamique au Sénégal, il y a des circuits relatifs à la finance islamique où les transferts de la diaspora sont intégrés. Donc là, également, il y a des organisations de la société civile qui bénéficient de ces financements-là. En tout cas, au niveau du Sénégal, je ne sais pas maintenant au Burkina comment ça se passe, mais il y a quelques structures ici au Sénégal qui, en tout cas, permettent aux organisations de la société civile d'accéder au financement islamique à travers les circuits financiers qui sont mis en place et qui intègrent également des fonds provenant de la diaspora. Si vous avez aussi connaissance aussi d'expériences collectives de la diaspora, parce que au-delà même de la question de quelle diaspora intervient dans quel pays, par exemple, vous avez donné des exemples de certaines diasporas qui ont fait des investissements sur le Sénégal. On a aussi en fait reçu la semaine passée des expériences de certaines diasporas qui interviennent sur le Burkina Faso, d'autres sur le Sénégal, et souvent ça a une tendance aussi à renforcer en fait des questions en fait il y a la question de territorialité, mais il y a aussi en fait une tendance aussi qui peut être assez régionalisée. Est-ce que comment on peut aussi faire en sorte que les futurs en fait de l'investissement de la diaspora ne soient pas aussi orientés vers le modèle de balkanisation de l'Afrique, de sorte à ce que on ne soit pas aussi en train de reproduire les mêmes disparités régionales, les mêmes disparités nationales. Comment on peut aussi, au-delà des questions nationales et régionales, voir aussi des investissements
multipartite de la diaspora africaine sur différents pays à la fois. Parce que même quand on observe aussi le comportement de la diaspora, il y a aussi un peu, par exemple, on peut se retrouver dans une situation où le Sénégal a beaucoup d'investisseurs et même à l'intérieur du Sénégal, tu as peut-être des investissements plus dans telle région que dans telle autre. Et pareil, en fait, pour des pays comme du Sahel. Comment on peut, est-ce qu'il y a des expériences, en fait, de multi-partenariat africain, en fait, du côté diaspora sur le développement? Et comment on peut faire en sorte que la réflexion au niveau de la réponse des urgences aussi soit aussi une réflexion qui est orientée sur des solutions multilatérales, de sorte à ce que lorsqu'il y a une réponse en fait pour l'aide d'urgence, que ce ne soit pas une réponse qui est orientée sur les simples profils régionalistes ou en fait nationalistes des diasporas africaines. C'est une réflexion que je lance aussi bien aux professeurs qu'à l'ensemble de l'auditoire. Si il y a des idées en fait qui peuvent se fédérer pour qu'on puisse aussi avoir différentes perspectives aussi. Merci Moussa. Donc, question très intéressante. Je pense que votre préoccupation, si je comprends bien, avant de laisser la parole au professeur, c'est de voir quelle orientation on pourrait donner, n'est-ce pas, au financement de la diaspora pour que ce financement-là puisse impacter plusieurs secteurs, qu'il ait des destinations diverses, autrement que des destinations classiques, justement par rapport à certaines réponses humanitaires, pour pouvoir justement mieux rentabiliser ce financement-là et l'orienter, n'est-ce pas, vers des circuits beaucoup plus, disons, efficaces, n'est-ce pas, et beaucoup plus pertinents. Voilà, professeur, donc je vous laisse répondre à sa question. Merci, Cécile. Évidemment, c'est une réflexion très intéressante. Je ne connais pas, j'avoue, je ne connais pas d'exemple dans le sens où il entend la diaspora qui prend l'initiative d'investir collectivement dans un projet. Je ne suis pas au courant de ça. Je sais, par exemple, on est dans la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest. Il y a des projets communs au niveau de la CEDEAO ou même de l'UMOA, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec les pays qui utilisent le franc CFA. Il y a des projets communs sur le plan de l'agriculture, sur le plan industriel, etc. Mais je ne suis pas au courant de la diaspora appartenant à plusieurs pays, ayant investi dans un projet. Si elle le fait, c'est toujours de façon individuelle. Mais en tant que force collective, je ne sais pas, ce serait très intéressant. Mais je vois ce qui se passe dans l'espace des pays du Sahel. Je vois que les diasporas, il y a une interaction entre les diasporas de ces pays-là. Je le vois, bon, comme je vous ai dit, je suis beaucoup ce qui se passe dans les trois pays. Et je vois qu'il y a une interaction entre les diasporas des trois pays. Et ce n'est pas impossible que dans ces trois pays, il y ait ce que Moussa vient de proposer, en tout cas vient de suggérer. Ce n'est pas impossible, mais dans l'espace des pays du Sahel, moi je pense qu'on peut voir ce genre d'action. Mais pour le moment, je n'en connais pas. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe non plus, je ne pense pas qu'il y ait ce genre d'action. Voilà. Mais c'est très intéressant et ce serait salutaire parce que les diasporas vont mutualiser leurs ressources et je crois que ça peut mobiliser davantage de ressources plutôt que la diaspora malienne seule, la diaspora burkinabé seule, la diaspora nigérienne seule.
ou la diaspora sénégalaise seule mettent la main à la poche. Je pense que si ces 3 ou 4 diasporas mettent la main à la poche, évidemment, ça va mobiliser beaucoup plus de ressources et ça va renforcer cette solidarité dont on a tant besoin en Afrique pour aller véritablement vers une véritable union des peuples. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Merci. Merci, professeur. Donc, Moussa, je pense que vous êtes satisfait, mais bon, je pense que moi, à mon humble avis, suite à la réponse donnée par le professeur Dembélé, et qui a même, disons, ouvert la brèche, comme tu peux dire. Alors, donc, je pense qu'il revient aujourd'hui à des organisations comme CLE, le Centre de Leadership et d'études du Sahel, de pouvoir créer justement un forum des diasporas du Sahel, n'est-ce pas? Un exemple comme ça, pour pouvoir justement ouvrir la discussion, ouvrir les échanges entre les différentes diasporas de cet espace éco-géographique et permettre justement à ces diasporas-là de voir ensemble comment pouvoir trouver un cadre de concertation, un cadre d'échange, n'est-ce pas, pour pouvoir s'organiser et apporter des réponses collectives à certaines situations d'urgence, mais également apporter des réponses, n'est-ce pas, dans le cadre justement du développement local, des acteurs locaux, mais également dans le cadre même des orientations politiques, n'est-ce pas, de ces États-là. Je pense que le centre clé doit être, comment dire, je peux dire, qui doit être pionnier en la matière, doit pouvoir être à la pointe, n'est-ce pas, de cette initiative-là, pour pouvoir justement créer cette synergie-là des diasporas, ce que j'appellerais synergie des diasporas de l'espace sahélien, et pour pouvoir justement impulser cette dynamique de solidarité dont parlait le professeur, et également créer un cadre d'échange de concertation, ne serait-ce que par des rencontres annuelles, n'est-ce pas, de ces diasporas-là, des représentants de ces diasporas, dont je sais quand même pour le Sénégal, c'est des organisations très dynamiques et qui ont pignon sur rue, aussi bien dans les capitales occidentales qu'à Dakar également. Donc ces diasporas-là, on pourrait facilement les localiser et les inviter justement à pouvoir fédérer, à pouvoir adhérer à ces initiatives de concertation, de synergie et de solidarité également. Voilà. Oui, allô, Moussa? Oui, Souleymane? Oui, allez-y. Oui, donc merci Souleymane, merci Moussa, et effectivement, et merci professeur de toutes les explications, en tout cas pour cerner, pour que nous puissions mieux encore comprendre la dynamique actuelle. Moi, c'est M. Daouda Hensa, je suis de la société civile du secteur de la santé, je suis le président du réseau Santé Plus au Niger. Et nous travaillons aussi sur les questions de développement et surtout sur l'engagement communautaire au Niger. Alors, moi, je pense que Moussa, c'est vrai, la question de la diaspora, elle est importante, mais elle mérite aussi, elle mérite quand même une attention particulière, surtout aujourd'hui, vu la dynamique nouvelle au niveau de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest, et en l'occurrence, surtout nous, des pays de l'AES. Parce que vous voyez, avant, par exemple, si je dois un peu contextualiser, chez nous, quand on parle de diaspora ou notre compréhension de la diaspora, vous voyez, ce sont, bon, ces populations ou ces personnes qui ont cet avantage d'être en Europe ou d'être peut-être dans les pays un peu frontaliers, qui peuvent penser, en tout cas, faire des retours de une partie de leur économie pour soutenir des actions de développement au niveau de leur terroir. Mais aujourd'hui, vu l'importance même de la question de la diaspora ou même de ce que les ressortissants des villages
au niveau communautaire puisse apporter au niveau local, fait en sorte que l'implication de la diaspora ou la compréhension de la diaspora doit quand même être comprise à des niveaux différents. Vous voyez, par exemple, maintenant, au niveau d'un village, par exemple, à l'intérieur même d'un pays, hein, au niveau d'un village, aujourd'hui, il y a cette organisation qui est constatée des ressortissants de ces villages, tant qu'ils sont dans les villes, qui sont, par exemple, à Niamey, à Zender, par rapport au retour à leur village, qui s'organisent. Bon, on peut les appeler une sorte de diaspora, mais c'est des ressortissants aujourd'hui qui ont compris l'importance de faire le retour, le feedback pour appuyer leur communauté. Bon, pas en termes de, peut-être en termes de projets aussi, des petits projets d'appui humanitaire, parce que telle chose manque, que ce soit du côté de l'État ou du côté des partenaires, pour pouvoir subvenir à la souveraineté de leur village. Donc, c'est extrêmement important. Et moi, en ce sens, comme le professeur l'a dit, et avec la sollicitation de Moussa, je pense qu'on va beaucoup plus pousser, s'intéresser à la question, revoir la dynamique, le niveau d'implication, le niveau d'appellation en fonction des intérêts pour pouvoir vraiment mutualiser et nous-mêmes au niveau de nos pays avec nos différences quand même de fonctionnement peut-être et avoir quand même un chapeau global où nous puissions en tant qu'organisation de la société civile de nos pays, puissions vraiment être beaucoup plus intéressants dans l'encadrement et dans le guide de ces franges de population qui ont le souci d'aider quand même leur pays, leur village ou même leur ville. Donc, je recommande qu'il y ait peut-être des recherches. En tout cas, on va revoir la recherche. Il faut que nous ayons quand même des études de base, ne serait-ce que des indicateurs qui nous permettront de dire, voilà, à tel niveau, de façon pyramidale, on a quand même une sorte de comment les individus arrivent dans le sens de la compréhension de la diaspora à quand même soutenir. Parce que ça, le sens aussi pour aller vers cette question humanitaire importante, très intéressante aujourd'hui qui peut aller sur la dynamique d'amélioration des situations économiques de nos populations surtout. Donc voilà ce que je voulais dire, Moussa, professeur, par rapport à cette question-là. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne contribution, hein, parce que c'est plutôt une contribution qui est extrêmement pertinente. Bon, je pense que la recherche va être poussée à ce niveau-là, justement pour pouvoir tenir compte, comme vous l'avez dit, des disparités qui existent. C'est vrai que la diaspora africaine, quand on parle d'elle, donc on fait allusion à tous les Africains qui sont hors de l'Afrique. Mais c'est vrai que selon les spécificités de chaque pays, je pense que chaque diaspora, c'est pour ça qu'on parle des diasporas d'ailleurs. Donc, les diasporas disons, de ces différents pays-là, je pense que chacun a ses priorités également. Et je pense qu'également que les pays même de l'espace du Sahel, qui englobe un peu les pays de la CEDEAO, je pense que ces pays-là aussi ont des préoccupations qui sont assez différentes, même s'il y a des préoccupations communes. Surtout par rapport à la question sécuritaire, ça c'est des préoccupations communes. Voilà, mais par rapport à certaines problématiques, je pense que chaque pays a également ses priorités. Mais tout ça sera fait dans le cadre de recherche, dans le cadre d'études. Et le professeur, je pense qu'il est dans ça. Voilà, c'est quelqu'un qui anime des débats extrêmement riches par rapport à ces questions-là. Et je pense qu'on continuera toujours à l'avoir, le professeur Dembélé, pour pouvoir nous éclairer sur certains aspects. Moi, je lui laisserai la parole de pouvoir répondre un peu à vos préoccupations. Merci, mais est-ce que, avant que le professeur n'intervienne, est-ce que je peux dire un mot? J'avais posé une question. Oui, allez-y. Voilà, d'accord. J'aimerais vraiment dire merci au professeur pour la profondeur de l'exposé. C'est monsieur Gitanga du Burkina Faso. Voilà, c'est vous qui avez envoyé la question écrite là. Exactement. Voilà, merci.
Voilà, en fait, la contribution de la diaspora, le professeur a développé surtout l'aspect économique qui est intéressant. Et je souhaite aussi que l'on voit l'aspect intellectuel, l'aspect connaissance, expertise, parce que si seulement on envoie uniquement que les ressources financières dans nos pays, alors que le plus souvent la diaspora, celle qui a quitté le pays, les hommes qui ont quitté le pays sont soit des intellectuels, nous avons des médecins spécialistes, nous avons des professeurs d'université, ou nous avons en tout cas des hommes valeureux, des hommes vigoureux, qui ont quitté le pays pour aller rechercher quelques biens ailleurs pour développer leur pays. Mais si seulement une partie de cette masse pouvait revenir en Afrique. Je prends le cas du Burkina Faso où nous avons la plupart des médecins spécialistes, ceux qui vraiment excellent, sont pris ou employés par les hôpitaux étrangers. Maintenant, quel qu'en soit l'apport financier qu'ils vont envoyer au pays, nous avons des hôpitaux qui ne répondent pas ou qui ne sont pas classés parmi les meilleurs hôpitaux du monde. Si seulement ces intellectuels-là pouvaient revenir, je pense que leur contribution sera plus importante que les finances qu'ils envoient. Donc, je souhaiterais aussi qu'on réfléchisse vers cet aspect-là, que l'on réfléchisse vers cette direction-là, pour voir comment la diaspora peut aider l'Afrique encore à se développer en dehors de l'apport financier. Merci. Merci. Absolument. Merci, merci beaucoup. Professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, M. Si. Merci à celui qui est intervenu avant. Je crois que ce sont de bonnes idées qui sont, et c'est ce que je disais au début de ma présentation, j'espère qu'on aura des débats très riches. Et vraiment, il y a des idées intéressantes qui ont été ajoutées ici. J'espère que le Dr Dicko a pris bonne note de ces idées-là, de ces suggestions, auxquelles j'adhère totalement, bien sûr, parce que tout ce qui peut contribuer à l'autonomie, notre autonomie de pensée et d'action, c'est-à-dire la recherche de nos propres solutions à nous, tout ce qui peut contribuer à cela, évidemment, on l'embrasse de manière absolument sans restriction. Parce que c'est ça, finalement, le combat que nous menons. Le professeur Samir Amin, paix à son âme, beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr, disait que l'Afrique doit réfléchir par elle-même. Elle doit réfléchir par elle-même. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser les autres réfléchir à votre place, vous dire, voilà le chemin que vous devez emprunter. Nous avons vu avec les programmes d'ajustement structurel, la Banque mondiale, les FMI viennent dire, voilà les politiques économiques que vous devez suivre. On va dans l'impasse, on dit, ah non, 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 ce n'était pas ça. Il faut revenir en arrière. Il ne faut plus accepter ça. Et donc, toutes les idées qui vont dans le sens de rendre les Africains autonomes dans leur manière de penser, dans leur manière d'élaborer leur politique, c'est ce combat que nous menons. Et je crois que c'est de bonnes idées qui ont été émises ici, vont dans ce sens. Et pour Gitanga, vous avez absolument raison. J'avais, dans ma présentation, parlé de l'expertise de la diaspora. Bon, je suis passé, bien sûr, rapidement dessus, mais vous avez absolument raison. Parce que, vous savez, il y a certains qui disent qu'il y a plus de médecins dans New York que dans tout le Bénin, de médecins béninois, dans la ville de New York que dans tout le Bénin. C'est pour vous dire que cette fuite des cerveaux, comme on l'appelle, est également un des tendons d'Achille de l'Afrique. Malheureusement, pourquoi ça? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Et il y a des raisons politiques et il y a des raisons économiques et sociales. Les raisons politiques, c'est la nature de certains régimes qui n'ont pas confiance dans ce qu'on appelle l'intelligentsia et préfèrent le face-à-face avec des conseillers, entre guillemets, venus de Paris, de Bruxelles, de Washington,
etc. Et pendant longtemps au Sénégal, ça a été le cas. À la présidence de la République, il y avait des conseillers français. À la présidence de la République, des conseillers français. Pour vous dire, donc, tout ce qui se passait à la présidence, à la fin de la journée, ça se retrouvait à l'Élysée ou au Quai d'Orsay. Et donc, il y a la nature des régimes qui éloigne un peu certains intellectuels qui sont critiques ou qui ne se sentent pas à l'aise dans ces régimes-là. Ça, c'est une réalité. Mais je crois que la réalité plus fondamentale, ce sont les conditions de travail dans nos pays. Vous avez fait allusion à ce qui se passe dans nos hôpitaux. Même ici au Sénégal, malgré tout ce qu'on dit, on est à Dakar, hein, c'est la capitale, mais il y a des opérations ici, on ne peut pas les faire. Il faut aller à Paris, il faut aller peut-être dans un pays d'Afrique du Nord, au Maroc, en Tunisie, entre autres. Et là, dans la capitale du Sénégal, ce n'est pas possible de le faire parce que tout simplement, les régimes n'ont pas investi suffisamment pour relever les plateaux techniques, comme on dit. Et pourtant, les gens sont très bien formés. Nous avons des médecins, des chercheurs qui sont très bien formés, mais les conditions, malheureusement, de travail ne sont pas bonnes. Et ce qui fait qu'ils fuient, ils vont à l'étranger où on leur offre des conditions de travail et de rémunération aussi, qui sont très bonnes et ce qui les retient là-bas. Mais je suis sûr et certain que si cela change, beaucoup d'entre eux reviendraient. Je vous ai parlé de la diaspora sénégalaise. Beaucoup d'entre eux sont revenus pour servir leur pays. D'autres sont prêts à revenir pour servir le pays parce que tout simplement, ils pensent qu'avec ce nouveau régime, il y a l'espoir que les choses vont changer et que ce qu'ils feront servira leur pays. Et je crois que c'est ça. Il y a des conditions politiques et évidemment, il y a des conditions économiques qui sont deux facteurs déterminants qui expliquent cette fuite des cerveaux, alors que l'Afrique a de grands cerveaux partout, a des experts partout, dans tous les domaines. Et malheureusement, elle ne peut pas les utiliser à bon escient à cause d'un certain nombre de facteurs que je viens d'énumérer. Et je crois que c'est ça. Et comment changer ça? C'est d'abord politique, parce que le politique dispose de l'économique et d'autres, parce que si la nature du régime détermine les politiques qui vont être mises en œuvre, et la confiance, tout à l'heure, dont on parlait pour l'investissement dans un pays, il y a la confiance dans le régime qui est là, dans les politiques qui sont élaborées et qui sont mises en œuvre. Donc, il faut rétablir la confiance et montrer à la diaspora qu'il y a les conditions qui sont là, qui leur permettent de pouvoir s'épanouir et de pouvoir utiliser leur talent dans des conditions acceptables. Pas les mêmes salaires qu'on a à Washington, à New York ou à Paris, mais des conditions de salaire quand même acceptables, mais en restant chez eux et en sachant, en ayant la conscience qu'ils servent leur pays, qu'ils servent leur peuple. Voilà. Merci, professeur. Donc, je pense que les réponses sont très claires. Et c'est vrai que M. Goutanga, ce que vous disiez là tout à l'heure, extrêmement pertinent parce que, disons, l'intervention de la diaspora ne doit pas être simplement perçue sur les aspects, vis-à-vis des aspects financiers. Donc, c'est vrai que l'argent est important, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Mais je pense qu'on attend aussi également de la diaspora, au-delà de sa contribution financière, ce qu'on attend de la diaspora également, c'est l'expertise, comme vous l'avez dit. L'expertise-là qui fait défaut dans nos pays, n'est-ce pas? Donc, je pense que la diaspora a également un rôle à jouer dans ce domaine. Mais, comme l'a dit le professeur, enfin, le tendon d'Achille, sinon les goulots d'étranglement
qui empêche un peu la réalisation effective de ce volet-là, c'est justement dû à des conditions politiques, n'est-ce pas? Mais au-delà même de ces conditions politiques, à des conditions de sécurité. Parce que aussi les intellectuels dans certains pays africains, comme on dit, disons, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Voilà un peu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent s'expatrier, aller vendre leur expertise au-delà du continent africain pour des questions de sécurité, simplement, n'est-ce pas? Mais également, comme l'a dit le professeur Dembélé, les conditions de rémunération également ne sont pas favorables. Bon, un médecin dans nos pays, vraiment, ne gagne pas beaucoup par rapport à un médecin au Canada ou aux États-Unis ou même en Europe. Je pense que c'est ça également la problématique majeure. Donc, certaines professions ne font pas vivre leur homme, comme on dit. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question d'expertise-là, effectivement, elle est extrêmement importante et je pense qu'elle mérite réflexion dans le cadre justement de nos forums, dans le cadre de nos colloques, dans le cadre de nos séminaires, voir un peu comment profiter de cette expertise de la diaspora au bénéfice des populations locales africaines. Je pense que ça également, c'est important, comme vous l'avez dit, M. Boutanga. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour cette contribution assez importante. S'il y a d'autres intervenants, sinon, je pense qu'on se rapproche de la fin. Je pense qu'on pourrait prendre une ou deux interventions avant de passer la parole au président Diko pour le mot de fin, peut-être même avant le président Diko, peut-être à M. le professeur Dembélé pour pouvoir justement donner son mot de la fin avant que le président Diko n'intervienne. Une ou deux interventions, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi je suis Maxime Bengali. J'avais posté quelque chose sur la proposition de Robert Mugabe en son temps qui avait proposé de payer sa contribution avec des animaux, et notamment des bœufs, des ébus au niveau de l'Union africaine. Ça a été risible et les gens ont ridiculisé sa proposition, mais nous revoilà aujourd'hui, combien d'années après, où USAID coupe les fonds et c'est la panique générale à l'intérieur de toutes nos organisations humanitaires et des organisations de développement. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des propositions audacieuses comme ça, lorsqu'on décide de faire venir la diaspora, le professeur l'a dit, le modérateur l'a dit, et puis d'autres personnes ont dit ça ici quand je lisais un certain nombre de commentaires. Nul ne peut être mobilisé en dehors de ses intérêts. Ça, c'est clair. Et quand on ne peut pas être mobilisé en dehors de notre intérêt, il faut qu'il y ait des actions qui nous permettent en réalité d'orienter nos investissements. Et généralement, quand vous regardez l'investissement de la diaspora, ici, je l'ai dit dans d'autres rencontres, c'est humanitaire, fondamentalement humanitaire. On envoie de l'argent pour soigner des gens, on envoie de l'argent pour soutenir des familles, on envoie de l'argent pour construire des bâtisses pour nos vieux jours. Donc, tout rentre dans le domaine humanitaire. À partir de ce moment, comment développer des initiatives pour amener cette diaspora à investir dans un certain nombre d'activités qui peut nous permettre en réalité d'être dans une situation où on va avoir des prélèvements pour pouvoir en réalité financer l'aide d'urgence dans nos différents pays. Mais pour ça, par exemple, je disais, lorsque on allait
avoir, par exemple, une entreprise autour de ces cheptels-là. On donne des bœufs aujourd'hui. Les bœufs là peuvent servir quoi? L'industrie du fromage, l'industrie de lait, la viande, etc., etc., la peau pour la fabrication d'un certain nombre de matières. Si on avait orienté nos contributions vers ce genre d'action que Feu Robert Mugabe avait proposé, et puis regardez, non, on prend ces bœufs-là, on fait quoi avec ces bœufs-là? On prend en réalité des contributions en nature qui tournent autour de la contribution de nos valeurs économiques. On fait quoi avec ça? Si on arrivait à partir de là et puis pousser un peu la réflexion, on allait être dans une situation où on allait commencer à avoir un financement endogène, et ces financements endogènes-là allaient nous permettre d'être dans une situation où en réalité on avait commencé un début de commencement d'exécution en réalité de la localisation en comptant sur nous-mêmes et ne pas compter sur l'Union européenne, les pays de l'Occident ou d'autres bailleurs de fonds qui ne viennent pas nous donner des choses pour les donner. Et je veux aussi rassurer enfin les humanitaires que, là je parle en tant que diplomate de carrière, les Américains vont utiliser l'USAID comme un levier pour nous soumettre d'une manière ou d'une autre. À partir du moment où on voit, je parle particulièrement des pays qui ont été colonisés par la France, ça faisait autour de 15 voix. Ces 15 voix-là sont importantes aussi bien pour la Russie, les États-Unis, la Chine, etc., etc., toutes les zones d'influence qui vont exister. L'USAID va être un instrument, un levier pour nous contraindre d'une manière ou d'une autre. Donald Trump va lever les pieds sur l'accélérateur, mais il met une monnaie d'échange. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Et de telle sorte que nous soyons dans une situation où, en réalité, on va nous resoumettre d'une manière ou d'une autre en quittant peut-être le giron de l'Union européenne que la France a, comment on appelle ça, suffisamment influencé dans l'aide au développement dans nos pays, et que les Américains vont être dans une situation, ils vont profiter en réalité de cette manne en conditionnant aussi l'aide par nos soutiens dans les votes, dans les instances que vous connaissez. Merci pour votre attention et toutes mes félicitations au professeur, et puis le modérateur, il fait très bien, un très bon boulot, et merci à Clé de continuer de poursuivre ces initiatives. Je vous remercie. Voilà, donc, professeur, on vous redonne la parole pour votre mot de fin. Et pour répondre également au dernier intervenant, il a soulevé une là, assez intéressante de Robert Mugabe. Exactement. C'est Maxime qui a fait une bonne intervention sur la mentalité peut-être de ceux qui dirigent l'Afrique. Parce que dès l'instant que quelqu'un propose en nature de contribuer au financement, je ne vois pas pourquoi on refuserait cela. Et Maxime l'a bien développé. Et je pense qu'il y a un manque d'imagination de la part des dirigeants au niveau, en tout cas, de l'Union africaine. Et il y a encore cette mentalité forgée par l'Occident qui empêche de trouver le bon chemin pour ce qui concerne l'Afrique, pour élaborer ses politiques et financer son développement à partir de ses ressources. Parce que le développement d'un pays, c'est à partir de ses ressources, n'importe lesquelles, les ressources naturelles, les ressources humaines. Et c'est de ces ressources naturelles que vient l'argent. Alors, à partir du moment où il y a les ressources humaines qui sont là, naturelles, pardon, et on demande de les utiliser, les gens disent « Ah non, 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 nous, on veut l'argent. » Mais ces bœufs-là qu'on a proposés, c'est de l'argent. Je pense que c'est les mentalités qui doivent changer, et j'ai bien aimé, en tout cas, le développement de Maxime. Je m'accorde totalement avec ce qu'il a dit. Et il faut que les mentalités changent au niveau de nos dirigeants pour qu'on puisse prendre le bon chemin. Parce que ce n'est pas normal qu'on continue de dépendre de financement extérieur
alors qu'on a toutes les ressources et tout le monde reconnaît qu'on a toutes les ressources qu'il faut pour nous développer. Je relisais hier une déclaration du président sortant de la Banque africaine de développement qui, dans une interview en 2021 à Paris, oui, à Paris, il disait, mais l'Afrique ne doit dépendre de personne. C'est le président de la Banque africaine de développement, il a raison. L'Afrique ne doit dépendre de personne parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, il y a un manque d'imagination de la part de ceux qui dirigent cette Afrique et des mentalités toujours colonisées d'une certaine manière et qui voient le monde à travers le prisme de l'Occident. Et je crois que c'est ça qui freine un peu notre développement et qui gangrène le leadership africain. Vivement qu'on renoue avec les idées de Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop et autres. Alors, écoutez, moi, ça a été une excellente après-midi passée avec vous, avec Clé. Et ça a été, bon, on m'a, au pif, hein, on m'a vu ceci, Suleiman m'avait contacté, au pif, j'ai dit, ah oui, j'étais trop pris, donc il faut remettre ça la semaine prochaine. Et finalement, bon, je crois que j'ai bien fait d'avoir accepté, bien que je sois assez surchargé. Comme j'organise demain le samedi de l'économie, la semaine prochaine, c'est encore je prépare un voyage en Asie. Mais malgré tout, j'ai dit, mais ça, c'est une question intéressante, c'est la question de la diaspora. J'ai demandé à M. Si. On remet à la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir accepté cela. Et ça a été un bonheur d'avoir passé cet après-midi avec vous. Je remercie le docteur Diko pour cette invitation. Je remercie ceci. On va se voir demain, j'espère. Comme ça. Absolument, Inch'Allah. On va se demain, Inch'Allah. On va se voir demain, Inch'Allah. Avec plaisir. Certains d'entre vous aussi vont se connecter parce que la séance, il y aura un Zoom, un lien Zoom que j'ai déjà envoyé à Dr Diko, Dr Diko, qui peut-être partagera le lien avec vous. Si certains et certaines d'entre vous ont le temps, vous pourrez vous brancher pour écouter les débats sur la CEDEAO, sur l'avenir de la CEDEAO. En tout cas, je vous remercie encore. Et je connais maintenant Clé, je connais la qualité de ces dirigeants. Je serai disponible chaque fois que vous aurez besoin de moi, parce que ça a été un réel plaisir. Je vous remercie. Merci beaucoup, infiniment. Merci infiniment, professeur Dembélé. Franchement, tout le plaisir est pour moi et pour les autres également. Le président Diko, c'est là où il est extrêmement satisfait de votre prestation. Et également, tous les participants, je pense, que sont très, très, très satisfaits, heureux de vous avoir rencontré et d'avoir pu passer quelques moments très enrichissants sur le plan de la réflexion stratégique, n'est-ce pas, par rapport à certaines problématiques qui interpellent le continent, qui interpellent la diaspora, mais qui interpellent également tous les intellectuels africains. Voilà, je pense que c'est vraiment ça le professeur Dembélé. Ici au Sénégal, nous le connaissons très bien. C'est quelqu'un vraiment, je vous dirais, les journalistes même courent toujours après. Allô? Les journalistes courent toujours après lui pour avoir ses interviews, pour avoir, n'est-ce pas, ses réflexions. Donc, c'est un grand monsieur, vraiment, on le remercie. Et comme il l'a dit, il anime les samedis de l'économie. Donc, le lien, je pense qu'il l'a envoyé au président Diko qui va le partager. Et donc, tous ceux qui seront disponibles demain pourraient participer au samedi de l'économie, dont le thème extrêmement important est l'avenir de la CEDEAO. Je pense que là, c'est sur ce, je vais pouvoir peut-être remercier tous les participants à ce panel, à ces discussions-là, remercier le président Diko. Et vraiment, moi, personnellement, je suis très satisfait d'avoir aujourd'hui
modérer ce débat-là. Et c'est un débat extrêmement important. Je pense qu'on va continuer à pousser la réflexion encore parce que les enjeux sont là. C'est des enjeux stratégiques, n'est-ce pas, des enjeux de développement qui interpellent, comme je l'ai dit, tous les intellectuels africains. Et je pense que, voilà, le débat, en tout cas, est ouvert et il va se poursuivre, Inch'Allah. Président Diko, vous avez la parole. C'est pas grave. Franchement, je voudrais aussi joindre ma voix à la vôtre, le doyen Si, pour dire infiniment merci à professeur Dembélé pour avoir accepté réellement de consacrer du temps à créer cette réflexion-là et à venir la présenter avec nous. On sort vraiment très, très enrichi. Donc, c'est réellement un sentiment de gratitude et je pense qu'il a montré sa disponibilité à poursuivre la collaboration, les échanges et les productions de connaissances scientifiques avec donc notre organisation clé. C'est aussi le lieu pour moi de dire grandement merci à tous ceux-là qui ont contribué donc à enrichir les échanges à travers donc les interventions. On a vu plusieurs profils intervenir, bien d'idées qui sont en tout cas présentées et je pense que cela ouvre encore des pistes de réflexion à créer d'autres webinaires et à inviter d'autres personnes. On a vu de potentiels panélistes ici et on va les contacter très certainement après. Alors c'est juste dire que ce que nous venons de vivre aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple événement ponctuel. C'est une prise de conscience qui est partagée, un moment d'unité, un moment d'engagement à la hauteur des défis qui secouent notre continent. Et la diaspora africaine, elle n'est pas un acteur marginal, on l'a dit. Elle est une force stratégique, morale et humaine. Et elle porte en elle une double appartenance, si je peux le dire. Celle du cœur et celle de l'action également. Et aujourd'hui, elle est appelée à jouer des rôles assez structurants et plus visibles et plus audacieux. Et c'est ce que nous demandons. Nous avons entendu des analyses qui sont très lucides à mon sens, des propositions qui sont concrètes, et surtout des appels sincères à co-construire une solidarité nouvelle et à pouvoir également fonder sur la responsabilité, la réciprocité et la vision cette collaboration que nous voulons. Et donc, ce webinaire-là, c'est un jalon que nous avons posé. Mais ce n'est que le début, je le dirais ainsi, parce que le véritable enjeu, car le véritable enjeu commence maintenant, vous voyez, et c'est de traduire donc nos paroles en partenariat, nos idées et en engagement et pouvoir également traduire nos espoirs en actions concrètes. Et au nom de l'association Clé, moi je voudrais simplement vous inviter à poursuivre cette dynamique et à continuer à bâtir ce leadership-là et dans notre région, car on en a tant besoin. Et c'est ensemble qu'on pourra le faire, et le leadership est enraciné, et éclairé, et il sera pour les résultats. Notamment, faisons de la véritable et des réponses humanitaires, je te dirais ainsi, de développement de paix pour notre continent. Et pour simplement terminer, je vais dire juste ce qui constitue aujourd'hui la boussole pour nous. Et pour nous, à Clé, nous disons que le savoir ne se paye pas. Et voilà pourquoi nous n'en vendons pas. Vous allez donc remarquer que l'ensemble des webinaires, l'ensemble des activités que nous menons aujourd'hui, elles ne sont pas commandées par qui que ce soit, elles ne sont pas financées, et nous les réalisons avec simplement du bénévolat. Du bénévolat des panélistes comme professeur Dembélé, du bénévolat et des organisateurs comme Yaro Apolline, comme Moussa Diko et bien d'autres, et des participants comme vous. Et donc, nous avons tous une dette envers l'humanité. La diaspora a certainement une dette envers l'Afrique, et nous disons simplement qu'il faut que nous arrivions à payer cette dette-là, à nous en acquitter et à prendre conscience de cela. Clé vous invite réellement à nous rejoindre dans cette aventure-là de production de connaissances, et bien sûr que nous allons ensemble poser les jalons d'une alternative sincère
endogène et qui va être pérenne dans le financement donc, des acteurs locaux de l'aide humanitaire, parce que je le disais tantôt, c'est peut-être une question de souveraineté également, que les Africains puissent prendre en charge les questions, en tout cas de réponse humanitaire aux crises qui minent le développement de ce continent-là. Merci grandement à tous. Sur ce, je déclare donc clos ce webinaire et vous invite à rester connectés à nos canaux de communication parce que très prochainement, nous allons parler de thématiques aussi bien intéressantes, passionnantes que celle-là. Et il s'agira notamment de la responsabilité sociétale des entreprises, mais également des questions de partenariat mondial comme alternative au financement des acteurs locaux de l'aide. Merci beaucoup à tous et très bonne fin de soirée à tous.